Il reste 8 journées dans notre chère Ligue 1, 8 journées pleines de suspense. Alors si on sait déjà qui va s'arroger le titre, puisque le PSG est largement en tête, il y a beaucoup de suspense pour les places européennes, mais il y a aussi beaucoup de suspense en bas du classement. En effet, avec la victoire de Clermont lors de la dernière journée face au Havre, ça s'est un petit peu resserré derrière. On a encore 8 équipes, à mon sens, qui sont concernées par le risque de relégation. Elles ont 8 journées justement pour s'en sortir. Alors on va passer équipe par équipe en revue pour voir les points forts, les faiblesses, et puis surtout du coup, on va essayer de deviner ensemble qui risque de finir dans la charrette. Salut à tous, c'est Nasty et aujourd'hui on s'intéresse à la course au maintien en Liga. Alors la plupart des experts considèrent, d'après les sites que j'ai consultés, notamment footuni.com, mais aussi des fans sur Twitter, que pour assurer la 15e place, c'est-à-dire s'assurer de ne pas être relégué et de ne pas être barragiste, il faut avoir environ 36-37 points cette saison pour être sûr de finir dans les 15 premiers. Même si voilà, ça se base sur des moyennes et que c'est des statistiques et que c'est jamais sûr à 100%, globalement je pense que le palier à viser cette année c'est 37 points. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo un peu plus précisément là-dessus. Du coup, si on regarde notre classement, eh ben, ça veut dire qu'on a, à mon sens, encore 8 équipes qui sont concernées. J'ajoute pas Lyon dedans parce qu'ils sont à 34 points, donc il leur reste vraiment un tout petit chemin à parcourir. Et je pense que sur les 8 matchs qu'il leur reste, ils vont au moins en gagner un. Et donc ils attendront cette barre des 37 points. Mais de Toulouse, qui est 11e à 29 points, jusqu'à Clermont, dernier avec 20 points, globalement, tout le monde peut encore connaître des accidents de parcours, tout le monde peut faire des remontées folles. Donc on peut avoir un paquet d'équipes, effectivement, qui risquent d'être concernées par cette course au maintien. On va donc passer en revue tous les candidats au maintien en Ligue 1, dans l'ordre du classement, c'est ce qui me paraît le plus simple. Donc on va commencer par Toulouse, et puis on va voir toutes les équipes jusqu'à Clermont, en analysant à chaque fois, à mon sens, les 2 points forts, les 2 points faibles de chaque équipe, qui risquent d'être déterminants dans cette course au maintien en Ligue 1. Commençons par le TFC qui est actuellement 11e de Ligue 1, donc l'équipe la mieux placée pour l'instant dans cette course au maintien, avec 29 points, c'est pratiquement fait pour les Toulousains, mais enfin il fait encore un petit effort à porter. En ce qui concerne les points forts, à mon sens, de cette équipe, eh ben, il y en a 2 qui sont très importants. Le premier, c'est évidemment l'attaquant Thijs Dallinga, qui est capable à lui seul. Je vais rarement essayer de pointer des joueurs plus que d'autres, mais lui, à mon avis, fait partie des attaquants qui sont capables de débloquer une situation, de débloquer un match tendu. Donc je pense que voilà, dans des situations où le TFC sera peut-être un petit peu en difficulté, ça peut être le facteur X, ça peut être celui qui débloque et qui va chercher un but qui permet d'obtenir le point du match nul, voire les 3 points de la victoire. Donc je pense que Thijs Dallinga, c'est vraiment un point fort sur lequel les Toulousains peuvent compter. Deuxième point fort, à mon sens, c'est le stadium. Moi, j'ai été impressionné cette année de l'ambiance qu'on a pu voir au stadium. Et effectivement, ça fait une espèce de mini chaudron bouillonnant. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, j'avais particulièrement kiffé le kiffo qu'ils avaient fait, inspiré des bronzés fonds du ski avec le Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça peut marcher pour la réception de Liverpool. Et d'ailleurs, ça a marché avec la victoire des Toulousains quand même face à Liverpool. C'est pas rien, c'est à noter. Donc à domicile, effectivement, avec une ambiance comme ça, avec des supporters comme ça derrière, je pense que Toulouse a les armes pour aller chercher son maintien. Quelques points faibles quand même qu'il faudra surveiller. Le premier, c'est le risque de se croire déjà arrivé, parce que Toulouse, effectivement, est en tête des poursuivants. Toulouse est en tête des équipes qui se battent pour le maintien, mais du coup, attention, il y a quand même encore 2-3 victoires à aller chercher pour assurer son maintien. Donc il ne faut pas se croire trop vite arrivé. S'ils enchaînent mal sur les 2-3 prochains matchs, ils peuvent vite se retrouver en difficulté. Donc le principal danger pour moi, effectivement, c'est de se voir trop beau, de se voir déjà maintenu, et du coup de ne pas faire les efforts nécessaires dans les derniers matchs. Autre risque, autre point faible, c'est la dynamique qui est pas top en ce moment du côté des Toulousains. Ils n'ont pas forcément eu de très bons résultats sur les derniers matchs, donc il faudra aller être capable de renverser cette dynamique assez rapidement et surtout de ne pas perdre le prochain match face à Clermont qui pourrait justement resserrer encore l'écart au classement. Donc voilà, plutôt feu vert à mon sens pour les Toulousains, mais attention quand même à ne pas déconner et à pas se croire arriver trop vite. Côté strasbourgeois, on a à peu près à mon sens les mêmes atouts que du côté toulousain, à savoir qu'on est en avance en termes de calendrier. Avec 29 points, il reste plus grand chose à aller chercher, 2 voire 3 victoires et l'affaire devrait être réglée. Ça c'est l'avantage. Autre avantage, la Méno qui est bouillonnante toute cette saison. Je crois qu'on a dépassé la trentaine de matchs en guichet fermé d'affilée, donc il y a un gros public, il y a un gros soutien pour cette équipe, qui a aussi en plus connu des phases compliquées, qui a connu la relégation jusqu'en 5ème division, qui a dû reconstruire petit à petit dans les années 2000-2010, et donc qui entre guillemets mesure ce que c'est que d'être en Ligue 1 et qui a sans doute pas envie de lâcher son équipe dans les derniers instants. Point noir, en revanche, côté strasbourgeois, à mon sens, c'est la jeunesse de l'effectif. Ça fait partie du projet Bluco depuis que Strasbourg a été racheté l'été dernier par les actionnaires de Chelsea. L'idée, c'est de faire de Strasbourg un club satellite, un club qui va servir un peu de pépinière à faire émerger des jeunes talents, ce qui a été
plutôt le cas, hein, le recrutement a plutôt été axé lors des 2 derniers mercatos sur ça, mais du coup ça fait un effectif relativement jeune, pas forcément très expérimenté, et on sait que quand on joue la lutte pour le maintien en Ligue 1, bah, il faut quand même avoir quelques tauliers, hein. C'est là où peut-être que l'absence d'un Dimitri Liénard, hein, qui a été transféré l'été dernier, va peut-être être un petit peu gênante. Alors il reste un Kevin Gamero dans les profils expérimentés tout de même, mais à mon sens, voilà, la jeunesse et l'inexpérience de cet effectif risquent d'être un point difficile cette saison. Autre souci, le calendrier. Le calendrier des Strasbourgeois, il est loin d'être évident. Ok, il manque peu de points, mais il va falloir quand même aller les chercher, hein, sachant qu'on a quand même un calendrier qui s'annonce compliqué côté Strasbourgeois. Donc attention, 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 parce que si on se retrouve en zone dangereuse, si on se retrouve en zone de trouble, ça risque côté Strasbourgeois d'assez vite pouvoir paniquer. Et est-ce qu'il y aura les outils, notamment en termes d'expérience derrière, pour tenir la baraque? Pas sûr, donc il vaudrait mieux essayer de valider le maintien le plus rapidement possible, je pense, pour les Strasbourgeois, pour pas se laisser place au doute. Place ensuite au Havre, nos ciels et marines, que je supporte personnellement et qui sont donc 13e en ce moment, qui ont raté le coche, hein, lors de la dernière journée, parce qu'une victoire à Clermont, ça aurait pu quasiment valider leur ticket pour le maintien et envoyer quasiment Clermont en Ligue 2. Au lieu de ça, on a fait un non-match absolument terrible. Mais il y a quand même, je vous rassure, quelques atouts côté Havre. On commence donc par les points forts, je pense, de cette équipe. Et le premier, alors c'est pas forcément quelque chose que j'aurais cité il y a 2 ou 3 saisons, quand on avait une équipe qui était un peu engluée dans la morosité. Mais depuis l'arrivée du nouveau staff, depuis l'arrivée de Lucas Elsner, il y a très clairement un état d'esprit dans cette équipe qui est assez impressionnant. Dans la plupart des grands rendez-vous, que ce soit l'an dernier pour valider la montée, quand on était encore en Ligue 2, ou même cette année quand il a fallu redresser la barre, comme contre Toulouse il y a 2 journées, on a une équipe qui répond présente. Et donc, moi je pense que l'état d'esprit de cette équipe, la volonté de ne pas se laisser couler, de vouloir toujours répondre présent, ça peut être très important dans cette course au maintien. Deuxième point positif à mon sens pour les Havrais, c'est le calendrier. Pour le coup, on a un calendrier plutôt favorable côté Havrais. Il reste 8 matchs à jouer, le Havre va en jouer 5 à domicile, et justement, si le Havre est très en difficulté à l'extérieur, hein, c'est la deuxième moins bonne équipe à l'extérieur, le Havre est plutôt performant à domicile, hein. 5 des 6 victoires obtenues par les Hackmen cette saison l'ont été au Stade Océane. Et justement, il y aura 5 matchs à jouer au Stade Océane, principalement contre des équipes justement avec qui on est en lutte pour le maintien. On va recevoir Montpellier, on va recevoir Nantes, on va recevoir Strasbourg, on va recevoir Metz. Donc si le Havre fait le taf à domicile, grâce à son calendrier plutôt favorable, eh ben normalement ça devrait pouvoir le faire pour les Havrais. Il y a quand même quelques points négatifs au tableau, hein, pour les Havrais. Aussi, le premier, c'est l'attaque. L'attaque est désespérément pas suffisamment efficace, hein, depuis le début de saison. C'est un problème récurrent, c'était déjà un problème en Ligue 2 l'an dernier. Et les recrutements n'ont pas forcément permis de faire pencher la balance du bon côté, hein. Mohamed Bayo et Emmanuel Sabine n'ont marqué que 4 buts depuis le début de saison. Pour vous donner une idée, hein, du marasme offensif dans lequel se trouve le HAC en ce moment, Nabil Alioui, qui a été transféré au mois de janvier, fin janvier, pour la Turquie, hein, il est parti à Adana Demirspor. Nabil Alioui, donc, qui a quitté le navire il y a plusieurs semaines déjà, est toujours co-meilleur buteur du HAC avec 4 buts. Donc ça montre que devant, c'est pas des serial buteurs qu'on a. Ça peut être la difficulté. Heureusement, c'est contrebalancé par une défense qui, elle, par contre, est plutôt efficace, hein. C'est une des meilleures défenses de la deuxième partie du classement. Autre difficulté, même si je pense que l'état d'esprit peut permettre de pallier cela, c'est la dynamique qui est vraiment pas bonne côté Havre. On reste sur 5 défaites lors des 6 derniers matchs. C'est vraiment compliqué. Heureusement, il y a eu la lueur d'espoir qui est la victoire face à Toulouse, justement au Stade Océane, qui peut permettre de renverser un peu la vapeur. Mais attention, il ne faut pas que cette dynamique s'installe trop longtemps, sinon ça va être compliqué pour les Havrais de faire demi-tour. Sachant qu'en plus, la prochaine rencontre, c'est la réception de Montpellier à domicile. C'est une rencontre capitale. Celui qui remporte ce match-là devrait se donner un bon bol d'air dans la course pour le maintien. Et bien justement, Montpellier, c'est le prochain adversaire des Havrais au Stade Océane ce week-end. Montpellier qui présente le même bilan que les Havrais, 6 victoires, 9 matchs nuls et 11 défaites, mais qui possède un point de moins au classement, tout simplement parce que ils avaient été pénalisés d'un point suite au pétard qui avait été lancé sur le gardien de Clermont, Moridio. Ils avaient été pénalisés d'un point de retrait au classement. Il y a quand même des lueurs d'espoir côté montpelliérain. La première, à mon sens, c'est l'attaque. L'attaque montpelliéraine, elle a quand même quelques cadors devant. Je pense à Moussa Altamari, hein, qui est parfois surnommé le Messi jordanien, même si je sais que ça lui plaît pas. Ça montre quand même le potentiel du joueur. On a aussi Akor Adams, par exemple, devant. Ou même un Wabi Kazri, qui, quand il est dans un bon jour, peut être un attaquant redoutable en Ligue 1.
Autre point positif pour les Montpelliérains, je pense que c'est l'expérience. On a une équipe qui est quand même relativement expérimentée, on a surtout beaucoup d'expérience sur le banc avec Michel Derzakarian, qui est un habitué de la Ligue 1, qui maîtrise très bien les rouages et qui a déjà joué la lutte pour le maintien, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et non seulement le compte par exemple dans les buts, qui peut aussi cadrer cette équipe, on a un TJ Savanier aussi sur le terrain, qui n'est pas non plus né de la dernière pluie. Donc l'expérience peut être un réel avantage pour les Montpelliérains dans cette lutte qui va demander justement d'être capable de rester serein. Du côté des points négatifs, eh ben justement j'en parlais tout à l'heure, à mon avis l'extra sportif ça peut quand même peut-être peser sur ce groupe. On va voir si en interne les problèmes ont bien été réglés, mais il y a eu des problèmes en tribune, il y a eu un jet de pétard sur la pelouse qui a donc été sanctionné d'1 point de retrait au classement. Il y a eu aussi donc cette embrouille plutôt dans la saison entre Michel Derzakarian et Mamadou Sakho, qui a d'ailleurs mené au départ de ce dernier du groupe. Suite à quoi d'ailleurs il y a eu une certaine décompression des Montpelliérains au classement. Donc est-ce que ce problème extrasportif peut encore avoir un impact sur le groupe au moment de l'emballage final ? Je pense pas, mais on peut pas totalement l'exclure. Donc voilà, en tribune c'est pas forcément tout à fait serein, il y a eu pas mal d'embrouilles en coulisses. Donc il faudra voir si ça pèse sur ce groupe. Autre point négatif, c'est que les 2 dernières journées vont être extrêmement compliquées pour nos amis montpelliérains. Les Montpelliérains qui terminent par la réception de Monaco, suivi d'un déplacement à Lens. 2 équipes qui risquent d'être justement en pleine bourre pour essayer d'aller choper des places européennes, voire une place en Ligue des Champions. Donc ça sera peut-être compliqué pour Montpellier d'aller saisir des points sur les 2 dernières journées. Donc, en effet, la fin du championnat risque d'être compliquée pour les Montpelliérains, puisque la 33e et la 34e journée, ils vont affronter Monaco à domicile, puis Lens à l'extérieur, 2 équipes qui risquent d'être impliquées dans la lutte pour les places européennes, voire peut-être même pour la Ligue des Champions. Donc ce sera peut-être difficile sur la J33, la J34 d'aller chercher des points pour les Montpelliérains. Donc voilà, et à mon avis, il faut faire l'effort du travail avant la 32e journée, sinon ça risque d'être compliqué d'aller valider le maintien dans les 2 dernières s'il y a encore besoin de prendre plusieurs points. Passons aux Merlus, les Lorientais, qui ont plutôt bien redressé la barre depuis le mercato hivernal, et qui donc, après avoir squatté longtemps la 18e place du classement, sont désormais la tête hors de l'eau, mais juste à la limite. Donc ils vont s'assurer une fin de saison pleine de suspense. Justement, le point positif à mon avis, c'est le recrutement au mercato hivernal qui a été excellent côté Lorientais, un peu à l'image de ce qu'ont fait les Lyonnais, qui étaient en mauvaise posture et qui ont fait le nécessaire pour aller se sortir de la mouise. Les Lyonnais l'ont fait avec un très gros budget, Lorient un peu moins, mais tout de même avec pas mal de moyens, et donc une plutôt belle réussite, faut l'avouer, avec des recrues comme Katseris, comme Imran Louza ou Mohamed Bamba devant, qui ont été plutôt efficaces. Et justement, à mon sens, le deuxième point positif de cette équipe lorientaise, c'est qu'elle a offensivement justement une belle capacité. Elle a des atouts offensifs désormais qui lui permettent de respirer, de remporter des matchs cruciaux. Donc il faudra voir si l'attaque continue à carburer. Je pense notamment à Mohamed Bamba, qui a fait une arrivée assez tonitruante au stade de Lorient. Donc il faudra voir si ça leur permet de continuer à croire au maintien dans les jours à venir. Côté négatif, par contre, difficile de ne pas parler de la défense. La défense lorientaise, c'est une réelle passoire. Ils ont encaissé énormément de buts depuis le début de saison. Avec 49 buts encaissés, Lorient, c'est tout simplement la pire défense de Ligue 1, assez loin devant le deuxième, Clermont, qui n'a encaissé entre guillemets que 43 buts, c'est-à-dire il y a déjà un écart de 6 buts quand même entre les deux. Donc si Lorient n'arrive pas à serrer un peu plus la vis derrière, ça risque d'être compliqué d'aller chercher ce maintien. Autre point négatif pour les Lorientais, c'est tout simplement le calendrier qui se présente à eux. Les Lorientais vont affronter le PSG, Nice, Brest, Lens et Marseille, 5 équipes très costauds qui visent plutôt le haut du classement sur les 8 dernières journées. Donc attention, la route va quand même être compliquée jusqu'au maintien pour les Lorientais, et ils ont qu'un très très mince filet d'avance sur le barragiste. Passons désormais à Nantes. Nantes qui est actuellement barragiste, c'est-à-dire en position de se maintenir face à une équipe de Ligue 2 si ça se passe bien dans les matchs cruciaux, donc c'est loin d'être fait. Heureusement, Nantes a des bons atouts sur lesquels compter. Le premier d'entre eux, à mon sens, c'est l'expérience. Nantes, c'est une équipe qui est quand même très très habituée à jouer le maintien, habituée à l'arracher avec les dents, à se battre comme des chiens jusqu'à la dernière journée. Ça a notamment été le cas l'an dernier, puisqu'ils avaient arraché leur maintien lors de la dernière journée, dans une lutte un petit peu à distance avec la JOCR à l'époque. Donc ils sont habitués à être dans cette zone-là, ils sont habitués à vivre avec ces sensations-là, ils sont habitués à se battre pour leur survie jusqu'au bout. Ça peut être un énorme atout, évidemment, pour les Nantais en cette fin de saison. Deuxième point positif pour les Nantais, à mon sens, c'est le retour du sauveur, Antoine Camboiré. C'est quand même un mec qui est habitué à faire des missions de fin de saison. Ça a plutôt tendance à lui réussir habituellement. Le fait qu'il soit revenu à peu près 1 an après avoir été viré, ça montre que, on va dire, les différences ont été aplanies. Ça peut peut-être amener un contexte serein. Mais en tout cas, voilà, il y a potentiellement un effet Camboiré sur ce groupe qui peut peut-être leur permettre de se maintenir, ou en tout cas de se mêler à la lutte pour le maintien jusqu'à la fin de saison.
Deux mauvaises nouvelles, en revanche, la première c'est que la commission de discipline de la LFP a frappé fort. La Beaujoire va être à huis clos lors du prochain match. La tribune de la Brigade Loire, le principal groupe de supporters nantais, celui qui anime le plus et qui soutient le plus évidemment ses joueurs, sera fermé lui jusqu'à la fin de saison, puisqu'en plus du match à huis clos, il y a eu 2 matchs fermes de fermeture de cette tribune. Donc ça veut dire que la Beaujoire va sonner un petit peu creux pour les 3 derniers matchs à domicile des Nantais, et ça risque d'être forcément défavorable à l'équipe. Autre point négatif pour les Nantais, c'est le calendrier. Le calendrier, il est monstrueux, c'est un calendrier de bâtard, hein, très simplement. Ils vont avoir beaucoup de mal à être performants sur les derniers matchs. Pour vous donner une idée, les Nantais, ils se déplacent à Nice, ils se déplacent à Brest, ils se déplacent à Monaco, ils vont recevoir Lille, ils vont recevoir Rennes, ils vont recevoir Lyon. C'est un calendrier extrêmement compliqué pour les Nantais qui risque, à mon avis, de leur coûter beaucoup de points face à des équipes qui auront beaucoup de choses à jouer. Même si les Nantais sont habitués à jouer à leur survie, ça va être difficile, hein, vu les 8 matchs qui se profilent, ça va être difficile d'aller chercher les points qui manquent. Côté Messin, les Grenats, eux aussi, ils sont dans une position précaire. Ils sont pour l'instant premiers relégables directs. Ils sont à 2 points du barragiste, le FC Nantes. Donc c'est pas perdu. On va voir donc les principaux points d'espoir. Alors là, j'ai pas fait dans la finesse, hein. Je pense que à peu près tous les espoirs reposent sur le roi Georges, hein. Georges Mikotadze, qui depuis son retour, mine de rien, bon, il a eu besoin de quelques matchs peut-être pour se remettre dans le rythme de la Ligue 1, surtout après avoir quasiment pas joué pendant 6 mois à l'Ajax Amsterdam. Mais là, il commence à retrouver sa fraîcheur, il commence à retrouver son peps, il commence à retrouver son efficacité, à marquer pas mal, à faire pas mal de passes décisives aussi. Donc je pense qu'une grande partie des espoirs, sinon tous les espoirs, sont placés effectivement sur Mikotadze. L'autre point quand même d'espoir que moi je peux voir, c'est la capacité des Messins à être forts dans les duels face à des équipes qui sont des concurrents directs. Les 2 dernières victoires des Messins, ça a justement été face à des concurrents directs, hein, que ce soit Clermont ou que ce soit Nantes. Donc voilà, dans les matchs à 6 points entre guillemets, dans les matchs entre rivaux, ils ont tendance à tirer leur épingle du jeu, ça peut éventuellement être important pour les 8 derniers matchs. Du côté des points négatifs, il y a le calendrier, hein, qui est vraiment pas très sympa avec nos amis messins. Ils vont avoir pas mal de déplacements compliqués et de réceptions compliquées aussi. C'est pas le calendrier aussi violent que celui de Nantes par exemple, mais c'est un calendrier effectivement qui ne va pas leur simplifier les choses. Autre point, alors là je suis en poil taquin, mais c'est que le FC Metz, il a tendance depuis quelques années à être le football club ascenseur, hein. C'est l'équipe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. L'avantage c'est qu'ils passent rarement du temps en Ligue 2, en tout cas rarement très longtemps en Ligue 2, mais le désavantage du coup c'est que quand ils sont en Ligue 1, ils ont eu du mal à y rester plus d'1 ou 2 saisons. Et là, alors je vais pas dire qu'il y a le destin qui s'acharne sur eux, mais très clairement ils sont dans une position où ils sont bien partis pour refaire l'ascenseur justement. Donc je souhaite aux Grenats que ce soit pas le cas, mais voilà, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher le maintien. Il leur faut aller à la louche à peu près 4 victoires pour assurer une 15e place. Ça va être compliqué, sur 8 matchs, ça va être dur. Dernière équipe, l'actuel 18e Clermont avec 20 petits points en 26 journées, ça fait peu, mais ils ont gagné le dernier match, donc ils auraient pu être dans une position encore plus précaire. Soyons clairs, hein, s'ils avaient perdu leur match face au Havre, je pense qu'ils seraient déjà en Ligue 2. Ils sont dans une position où ils ont maintenu un petit peu d'espoir grâce à ça. Donc, quels sont les motifs d'espoir justement? C'est le duo de nouveaux coachs, hein, Gastien qui termine la saison et Bichard, l'ancien entraîneur David Bay au Red Star, qui vient faire un tandem cette année puis qui devrait normalement prendre la tête, hein, de l'équipe dès la saison prochaine, en Ligue 1 ou en Ligue 2, on verra. Bon, en tout cas, l'idée, voilà, c'est d'avoir, on va dire, une continuité au niveau du coaching qui va se mettre en place pour pouvoir rebondir bien l'année prochaine en cas de descente. Deuxième point positif, c'est que les Clermontois, ils ont rien à perdre, hein. Quasiment tout le monde les voit déjà en Ligue 2, je vais pas mentir, je fais partie de ceux qui pensent que ça va être très compliqué pour eux aussi. Et du coup, ça peut leur donner un supplément d'âme, hein. Vu qu'il n'y a rien à perdre, autant jouer les coups à fond. Et on a eu un peu ce sentiment-là lors du match contre le Havre, hein. Ils se sont un petit peu battus comme des chiens sur le terrain, ils ont psychologiquement dominé les Havrais. Donc s'ils arrivent à réitérer ça, s'ils arrivent à le refaire, pourquoi pas créer l'exploit et se maintenir, hein, en étant pourtant dans une très mauvaise position à l'heure actuelle. Par contre, du côté des points faibles, alors là je suis désolé, ça va être un peu trash, mais j'ai mis l'attaque et la défense, tout simplement parce qu'on est sur la 2e pire défense du championnat et sur la pire attaque tout simplement du championnat. Donc ça va être compliqué, en ayant donc la pire attaque et quasiment la pire défense, de faire autre chose, à moins d'un changement assez révolutionnaire à ce niveau-là sur les 8 derniers matchs. Je vois pas comment, en ayant quasiment le pire secteur offensif et le pire secteur défensif en même temps, on peut se maintenir en Ligue 1. Mais je leur souhaite de créer l'exploit à nos amis clermontois, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même relativement compliqué.
Voilà donc les amis, à mon sens, les points forts et les points faibles des 8 équipes qui vont se battre, qui vont se mener une lutte acharnée pour aller décrocher leur survie en Ligue 1. Je vous rappelle que cette année, donc, on a 2 équipes qui descendent directement et une qui jouera les barrages face à une équipe de Ligue 2. Le barrage qui porte très bien son nom, hein, puisque le but c'est clairement de barrer l'équipe de Ligue 2 et l'empêcher d'accéder à la Ligue 1, ce qui a d'ailleurs été très peu fait historiquement. Il y a assez peu d'équipes de Ligue 2 qui ont réussi à passer les barrages. Qui est-ce qui va finir dans la charrette? À mon sens, très sincèrement, alors je dis pas ça parce que j'aime pas ces équipes, parce que globalement, il y a assez peu d'équipes que je peux pas blairer en Ligue 1, donc voilà, c'est pas du tout un sentiment personnel qui va prendre, hein, j'essaye vraiment d'analyser le plus justement. À mon sens, je pense que les 2 relégables directs, ça va être Clermont, je les vois pas faire une remontée fantastique, et le FC Nantes, parce que le calendrier me paraît quand même très compliqué pour les Nantais. En position de barragiste, je verrais bien le FC Metz, et du coup, je pense que les autres équipes, hein, Le Havre, Montpellier, Toulouse, Strasbourg et Lorient vont se maintenir. Surtout, n'hésitez pas, vous, à votre tour, en commentaire, à me dire qui vous voyez dans la charrette à la fin de la saison, qui vous pensez qui sera relégable, qui vous pensez qui sera barragiste. Hein. On peut évidemment en débattre en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis évidemment ouvert au débat. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, à faire tourner la vidéo. C'est très bon pour le référencement de la chaîne et c'est très encourageant pour continuer ce travail. Voilà donc les amis, ça reprend ce week-end. C'est la lutte finale, comme diraient certains. En tout cas, ça va être plein de suspense, hein, je pense, jusqu'à la dernière journée en bas du classement, parce qu'il y a encore pas mal d'équipes qui peuvent s'en sortir, pas mal d'équipes qui peuvent flancher, donc ça va être très intéressant à suivre. Salut à tous, c'était Nasty, à bientôt pour une prochaine vidéo.